Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Genève Attractive. Je suis Matteo Yanni et aujourd'hui avec Karine Curti pour ce premier épisode de 2025, nous allons parler d'un sujet d'actualité brûlant, l'innovation et les startups. Et oui, Matteo, effectivement. Il y a quelques jours, le Swiss Venture Capital Report 2024, ou alors en français le rapport suisse sur le capital risque, a été publié et il a révélé une année exceptionnelle pour les startups genevoises. Pour mieux comprendre ce succès et explorer les défis qui l'accompagnent, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir deux invités de choix. Tout d'abord, Antonio Gambardella, directeur de la FONGIT, donc la Fondation genevoise pour l'innovation technologique, où vous soutenez l'innovation depuis plus de 10 ans. Bienvenue. Merci. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Younes Yaksha, fondateur de Lime. Lime, c'est un incubateur genevois qui aide à la fois les entrepreneurs à concrétiser leurs idées et les autres grandes entreprises à innover. Bienvenue Younes. Merci Karine, bonjour à toutes et à tous. Comme Karine l'a dit en introduction, 2024 a été une année faste pour les startups genevoises avec plus de 250 millions de francs levés. Ce montant représente le deuxième plus gros financement jamais obtenu par les jeunes pousses genevoises, après le record de 2022. Et au classement cantonal, Genève retrouve le podium, derrière les indétrônables Zurich et Vaud. Première question assez large, mais comment on explique ce succès, alors que dans le reste de la Suisse et à l'international, les levées de fonds, elles ont connu une baisse. Peut-être Antonio Gambardella. Oui, merci, bonjour à tous. Je dirais qu'il faut toujours relativiser les choses. On est dans un parcours qu'il faut mettre en perspective. Juste pour donner les contextes suisses, la Suisse a plus ou moins confirmé les montants levés l'année passée, donc autour de 2,3, 2,4 milliards. Ça veut dire qu'on atteint une certaine masse critique et le défi maintenant, c'est comment on peut rebondir à partir de cette masse critique qu'on a pu développer. Essayons de comparer la Suisse avec quelque chose qui soit comparable. Si je prends un écosystème qui est vraiment très avancé développé comme celui de Londres, par exemple, qui est comparable même d'un point de vue de la population, eh bien Londres, l'année passée, a levé quelque chose comme 10 milliards. Et ça, c'est l'élément de comparaison. Et ça, c'est, je pense, l'ambition que toute la Suisse devrait avoir. Dans ce cadre, j'arrive à la question de Genève. Elle était sur le podium car nous avons eu deux bons levées de fonds deux startups ou d'une société scale-up. Si on n'avait pas Ayontura qui levait 80 millions ou TVP Solar qui levait presque 60 millions, on aurait été derrière Zug. Donc, il faut se rendre compte qu'on est encore un peu fragile d'un point de vue numérique et statistique. Je me permets de rebondir, Antonio, c'est extrêmement intéressant ce que tu nous dis. Et justement, pour pouvoir se comparer à ces autres écosystèmes, est-ce que Genève a aujourd'hui les conditions cadres qui sont nécessaires pour soit maintenir cette dynamique, soit augmenter cette compétitivité à l'avenir? Je dirais oui, bien sûr que oui. On a des conditions extrêmement favorables. On a une densité, une richesse de centres de recherche, d'universités. Et on a des acteurs internationaux. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a des choses qui nous manquent d'ailleurs. On n'a pas un EPFL, on n'a pas un ETH. Donc, on a aujourd'hui, il manque des sources, un poumon de translation, d'innovation qui est assez importante. Mais quand même, on a tout ce qu'il faut. Après, si vous rentrez plus dans les détails des conditions cadres liées à la fiscalité et autres, là, on pourrait ouvrir tout un débat. Je pense qu'on va y venir peut-être. Younes, est-ce que toi, quelle est ta vision par rapport à cette belle année, à la richesse de notre écosystème et à nos conditions cadres? Déjà, je félicite toutes les startups genevoises qui ont réussi à lever des fonds dans des conditions, on va dire, extrêmement défavorables et difficiles. Donc, c'est une bonne chose. Moi, il y a une chose qui m'a surpris un peu plus, c'est de voir TVP Solar dedans. Donc, c'est une startup cleantech qui a levé 57,8 millions, mais qui date de 2008. Donc, c'est un peu relatif par rapport aux jeunes pousses, au terme qu'on peut utiliser de jeunes pousses, vu que ça fait à peu près 17 ans qu'elle existe. Une entreprise déjà mature, selon ça. Déjà mature, qui a, je crois, démarré avec une centaine de millions, c'est ce que j'ai pu lire sur leur site internet. Donc, j'ai l'impression, en fait, des chiffres qui sont parus dans ce report, ils ont été un peu tirés par les cheveux, vu ce que disait Antonio, que c'est pas non plus extrêmement satisfaisant. Et j'aime bien la comparaison que tu as utilisée sur Londres. On peut la faire aussi avec Berlin et mettre en perspective justement cette année. Et puis, je pense qu'il reste beaucoup à faire. Mais l'ambiance, l'environnement est un peu morose, je dirais. Ça aurait pu être
pire, si je vous entends bien. Alors, faut vraiment, dans cette idée-là, faut faire attention à dans vos comparaisons. Ouais. Finalement, faut vraiment plus que relativiser, là. Oui et non, parce qu'il faut se réjouir du parcours qu'on est en train de faire tous ensemble. Parce que je pense que on est en train d'abord de professionnaliser tout un secteur, que est le secteur d'innovation, avec tous ces acteurs qui arrivent, qui soutiennent, qui aident. Et c'est absolument nécessaire et important de le faire. Et à partir de cela, les choses vont arriver. La chose que je veux éviter, c'est de se focaliser sur un résultat spécifique. C'est la tendance qui compte. Et dans la tendance, vous pouvez voir en effet, les nombres de levées de fonds augmentent. On commence à voir des jolies levées de fonds plus importantes. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Younes. On est, entre guillemets, obligé de tirer un peu par les cheveux de chiffres par rapport à des masses critiques qui n'est pas encore là. C'est ça, c'est le but. C'est la masse critique qu'il faut atteindre. Et justement, comment on développe cette masse critique à Genève? Comment on va permettre que ces startups démarrent à Genève, se lancent, grandissent? Contrairement à ce qu'on pense, je pense qu'on a encore une manque importante de financement d'amorçage. Pour moi, c'est l'entonnoir qu'il faut alimenter. C'est les funnels, comme on dit en anglais, qu'il faut alimenter. Il faut les densifier en quantité et ensuite en qualité. La qualité va venir. Dès qu'on a la masse critique présente, vous aurez également les exceptions. Les fameux licornes, qui sont rien d'autre que des animaux mythologiques qu'il ne faut pas à tout prix chercher parce qu'ils ne sont pas là. Mais ils peuvent arriver de temps en temps sur la base d'une conception statistique. Si vous avez la quantité d'entrepreneurs qui tous ensemble, ils bougent, ils bouillonnent, à ce moment-là, il y a également la licorne qui va sortir. Et ce qui se passe dans tous les modèles d'écosystème et d'innovation dans le monde. Donc, ce qui nous manque à Genève, c'est de fortifier encore plus l'amorçage pour permettre à tout projet deep tech comme digitaux de pouvoir commencer leur chemin. Justement, on commence par quoi? Est-ce que l'État en fait-il assez? C'est une question peut-être provocante, mais sur ce point, comment tu te places? Moi, je commencerai par les débuts. Donc, il faut commencer par d'où on vient. Les projets qui soient là, soit à l'université, soit dans le centre de recherche, soit au CERN, n'importe où, soit en dehors de l'académie, il décide de commencer. Et il a besoin d'amorçage. C'est impossible de le faire tout seul. Ça peut arriver, mais c'est nouveau, c'est l'exception. Il faut l'aider, il faut le soutenir, il faut avoir les incubateurs qui l'aident, les programmes d'accélération, l'État qui intervient avec du financement pour démarrer la chose. Ensuite, vous verrez que dans la construction de la chaîne de valeur, vous aurez petit à petit également les investisseurs qui plus tard vont rentrer parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des bons projets de bonne qualité. Mais on ne peut pas demander, on ne peut pas obliger les financements privés d'intervenir quand il n'y a pas du deal flow, donc du matériel à investir. D'abord, il faut alimenter la masse critique et ensuite, on va trouver également les financements qui vont venir doucement. On peut accélérer à travers, évidemment, l'implication des pension funds, donc les caisses pensions, la Banque nationale suisse. Là, c'est un autre sujet intéressant qu'on aimerait aborder. Toi, Younes, l'amorçage, tu semblais un peu dubitatif là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses au niveau de Genève? On est toujours en manque de fonds pour démarrer, ça c'est clair. Et c'est ce que je trouvais aussi assez drôle dans ce rapport, c'est que j'ai vu 2-3 startups qui ont levé des fonds et qui étaient étiquetés early stage, mais qui avaient démarré en 2020 et je les connais personnellement et tout, mais vu que ça doit être leur première levée de fonds depuis 4 ans, 5 ans, on les met dans la catégorie early stage. Donc vraiment pour lever des fonds, ça prend énormément de temps et il y a très peu de capital risque. Ça, c'est ce qui freine justement les gens, on va dire, à poursuivre. Donc, je serais un peu moins critique sur le deal flow. Bon, on sait que 99% du deal flow est mauvais. Et c'est là où, justement, il nous faut plus de personnes qui se lancent. Mais pour se lancer, donc, il y a un peu cette naïveté quand on démarre où on se dit, bah voilà, je vais lancer ma startup, je vais commencer à développer. Donc, on va faire un prototype, on va commencer à contacter certains clients et puis essayer de voir comment ça se passe. Et après, une fois qu'on voit qu'on n'arrive pas à lever des fonds, là, les personnes arrêtent. Donc, si on pouvait avoir quelque chose comme 150, 200 000 francs qui seraient investis en plus sur plus de startups, même s'il y a un échec derrière, ça permettrait d'avoir plus de succès, en fait. Mais par qui ce financement? Je pense que ça devrait être fait un peu plus par l'État
et aussi par les privés. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage, surtout de la partie pour faire un zoom in sur les privés, où il y a pas mal d'initiatives qui se font, notamment à Zurich, où on voit l'UBS, Swisscom, tous ces grands groupes qui ont créé la Deep Tech Nation, qui pour moi sera un flop, hein. Mais on pourra en parler peut-être après. Mais... on pourra en parler. Mais voilà, les initiatives où il y a un petit peu de financement, elles arrivent plus à Zurich et moins ici. Donc, il y a un peu une responsabilité des corporates aussi qui jouent pas forcément le jeu. Et je pense que l'État, les cantons qui pourraient investir un peu plus. Antonio, il y a plus d'initiatives à Zurich. À Zurich, il y a beaucoup plus d'initiatives, surtout au niveau de angel investing, donc de privés qui interviennent. Donc, les groupes de angel investors les plus développés sont à Zurich, surtout dans la digital et dans la fintech. Mais je rejoins à 100% ce que Younes dit, surtout par rapport, à mon avis, à l'implication de l'État. Je pense que les fonds d'amorçage qui en font vraiment, même des pré-amorçages, qui est très risqué, par contre, a l'avantage d'avoir besoin des montants qui sont relativement petits, limités, donc les 150 000, mais qui sont donnés avec une certaine rapidité, une certaine réactivité par rapport aux besoins des startups. Et là, il s'agit d'une prise de décision qui est souvent avec une prise de risque associée qui est un peu trop élevée par rapport des privés. Donc, je pense que l'intervention étatique est importante dans ce cadre-là. La FONGIP a créé cette fonds d'innovation qui a été inspiré largement à ce que le canton de Vaud fait et qui fait tellement bien depuis des années à travers la FIT. Aujourd'hui, les fonds d'innovation de la FONGIP ont un budget qui est 5 fois moins celui du canton de Vaud. Et je pense que c'est là où on voit toute la différence. Ça commence par là pour rattraper le reste. Ah oui. Je pense que c'est vraiment c'est le pré-amorçage, c'est vraiment lancer l'initiative et après avoir la capacité et les outils de résilience des entrepreneurs. L'autre chose très juste que Younes a dit, et il y a un moment où un entrepreneur a besoin d'aide et l'aide doit venir de tous les villages genevois doivent être là, village dans le sens évidemment de la communauté genevoise, doit être là pour aider et soutenir l'entrepreneuriat. C'est très intéressant ce que tu dis. Et du coup, si on structure un peu mieux, si je l'entends, si on augmente aussi ces fonds justement au niveau de l'État, est-ce que ça, c'est quelque chose qui permettra finalement après de structurer l'écosystème d'investisseurs derrière? Est-ce que ça va finalement aider ces investisseurs à se dire, OK, moi maintenant, je vais venir investir à Genève parce que ça vaut autant la peine que finalement dans le canton de Vaud, dans le canton de Zurich? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il va certainement aider. Est-ce que ça va être la solution? Évidemment, non, mais ça va contribuer beaucoup, à mon avis, à initier et alimenter et à densifier, en fait, tout ce travail. Oui. Toi, tu penses aussi que les gens ont besoin de confiance? Ouais, ils ont besoin de confiance et surtout, il faut voir ces capitaux de 150 000 francs, ça va être peut-être 12-18 mois si on extrapole de burn rate et puis si les entrepreneurs mangent des pâtes pendant 12-18 mois et que en fait grâce à ça ils vont pouvoir se former en fait. Donc même si derrière il y a un échec, eh ben tu vas être redémarrer une startup, tu vas faire les choses différemment et tu te seras formé et là potentiellement on pourrait avoir des corporates, des family office et puis même aussi des privés. Des business angels, comme tu disais Antonio, qui viendraient aussi un peu plus facilement. Ça veut dire, si je t'entends, c'est aussi finalement valoriser cette culture de l'échec aussi. On a le droit finalement de peut-être ne pas réussir au premier coup. Ça ne veut pas dire qu'on va pas réussir au deuxième et peut-être du coup après aussi peut-être valoriser la culture du succès. Moi, je pense que c'est quelque chose qui manque peut-être aussi à Genève. On met pas assez en avant tous ces beaux succès. Comment on jongle, comment on fait changer ces mentalités? Comment on peut changer? En tant qu'immigré ici, moi, je me suis rendu compte, ça m'a assez interpellé, en fait, exactement ce que tu dis, Karine, le fait qu'il n'y a pas vraiment une vraie culture d'échec, mais encore pire, il n'y a pas la culture du succès. Et ça, c'est assez remarquant. D'après mon expérience aux États-Unis, c'était tout à l'envers. Et ça aide énormément. Ça aide à créer tout ça. Donc, je pense comment faire. Ça, c'est un constat. Donc, comment on peut faire? Je pense qu'il y a beaucoup à faire d'un point de vue de l'éducation et formation, même à l'entrepreneuriat, au niveau des écoles, au niveau des universités. Je pense qu'il y a des choses importantes à faire.
Et il faut alimenter, créer cet aspect communautaire. Autour de communautés d'entrepreneuriat, il faut favoriser tout un concept qui permet les échanges. L'autre chose très importante, c'est la solitude des entrepreneurs, non, qui sont là et ils pensent, il y a le sens de culpabilité de l'entrepreneur qui dit, moi j'ai fait faillite. Non, on est tous ensemble, on essaie de les aider. Et il faut vraiment faire tout pour aider l'économie genevoise, l'économie suisse à cette mutation inévitable vers une économie, une société à haute valeur ajoutée. Et c'est ce qu'on est en train de faire tous. Mais de qui s'inspirer alors pour ce modèle-là? Toi, Younes, tu as aussi une expérience à l'étranger. Est-ce qu'il y a des exemples là-dessus au niveau culturel où que la Suisse pourrait, à sa taille, hein, à l'échelle convenable, de qui on pourrait s'inspirer? Sans réfléchir trop longtemps, des États-Unis, hein. C'est vrai que quand tu essayes de faire quelque chose dans l'innovation, tu vas voir ce que font les meilleurs. Après, ce que je trouve un peu triste, c'est que le système suisse de l'innovation, il gravite beaucoup autour de l'EPFL, de PFZ, HEC Saint-Gall et tout. Puis c'est vrai que si tu sors pas de ce 1-2% de la population, tu sens que c'est un environnement assez élitiste. Donc, si t'es pas quelqu'un qui est deep tech ou qui a fait un PhD, tu vas dire, voilà, ma startup, c'est du low tech, c'est pas forcément ce dont on attend. Tu vas te cacher et puis tu vas même pas oser te lancer. Un manque de crédibilité un peu sur le marché, c'est ça que tu dis? Voilà, exactement. Et puis après, c'est vrai qu'en termes d'investissement, ça commence un petit peu à se démocratiser, mais peut-être 80-90% des fonds, ils vont partir dans des choses deep tech où derrière tu peux avoir des brevets ou c'est une spin-off qui sort d'une université et c'est ce qui manque un petit peu. Voilà, c'est un petit peu cette folie où on peut avoir très bien quelqu'un qui sort pas de cette université, qui va développer quelque chose de super intéressant ou même quelqu'un qui aurait drop-out, quoi. Non, je vais rajouter, c'est juste parce que il y a désormais un espèce de pedigree de la start-up idéale suisse. Et on s'attend à tout prix d'avoir la deep tech qui sort d'un polytechnique. Et je pense qu'on rate énormément de choses. D'ailleurs, même dans les fonds d'innovation de la Fongite, on a cette cible vraiment deep tech, mais on se rend compte qu'on doit l'élargir parce qu'on voit passer plusieurs choses qui sont dans les digitales qui méritent largement d'être soutenues. Et là, on est en train de travailler avec l'État pour essayer d'améliorer la chose, bien sûr. Est-ce que ce sont des entreprises qui ont la même valeur ajoutée qu'une, une biotech ou des choses comme ça? Parce que c'est un peu aussi la raison pourquoi on soutient plutôt un type d'entreprise. Je pense que c'est pas à nous de savoir quelle est la valeur ajoutée derrière. On n'est pas des investisseurs en tant d'investisseurs financiers. On est là pour générer de la valeur. De la valeur, ça veut dire d'avoir un entrepreneur qui arrive à avoir une entreprise durable dans le sens économique et social du terme. Je pense que les digitales ont la même légitimité de la deep tech. Est-ce que justement, en termes de valeur, puisqu'on en parle, la création d'emplois, ce ne serait pas justement aussi quelque chose à largement valoriser? On a besoin à Genève d'avoir des entreprises qui se lancent, qui vont à terme créer de l'emploi. On va pouvoir développer cet emploi ici. Ça va être aussi la possibilité d'utiliser, de fournir du travail à nos talents, parce on forme aussi nos jeunes sur Genève. L'idée, c'est qu'ils puissent aussi à terme se déployer dans le canton. Donc, est-ce que finalement, c'est pas aussi un critère qui est pris en compte ou qui devrait l'être un peu plus sur les perspectives de développement de ces entreprises? Oui, bien sûr. Je pense que la création d'emplois, ça reste une métrique très importante. D'ailleurs, c'est dans les statuts de notre fondation, c'est la création des valeurs ajoutées, de valeurs sociales. En fait, c'est ça. Par contre, c'est pas forcément une question de quantité, c'est une question de qualité d'emploi. C'est la qualité de l'emploi qui permet ensuite de pouvoir dégager un effet multiplicateur pour toute l'économie, donc avec les services locaux, avec les commerces, donc qui fait que dans les écosystèmes à haute valeur ajoutée, c'est la qualité de l'emploi qui compte beaucoup. Ensuite, il y a également la quantité d'autres emplois créés par les multiplicateurs de cela. Moi, j'avais la question au niveau des incubateurs, le rôle des incubateurs. Vous êtes à la tête de ces deux établissements. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un rôle pour vous, et là, c'est peut-être aussi provoquant, mais peut-être à Genève, est-ce qu'il ne manquerait pas une synergie entre tous ces acteurs, l'université, les entreprises, justement des incubateurs, etc., histoire de travailler tous ensemble et de créer ce vrai écosystème, en fait. Est-ce que Genève est là aussi, on n'est pas en retard? Toi, Younes, tu as parlé de l'EPFZ, le PFL. On a une université quand même qui est assez aussi renommée à Genève. Là, c'est là aussi un effort à faire. Il y a quand même des choses qui se passent.
pas forcément entre entités, mais entre employés, entre directeurs d'entités, tu peux pas faire ça non plus avec tout le monde parce qu'il y a des cultures, on va dire, d'incubateurs quand même assez différentes. Il y a des méthodologies, des outils qu'on va utiliser et que d'autres vont pas utiliser, et aussi, je pense surtout un mindset. Donc, moi, je parle personnellement. Enfin, chez Lime, on est très culture d'expérimentation, où on va pas passer, être très académique, à passer du temps sur un business plan ou autre, alors que t'en as qui vont promouvoir le business plan et il faut absolument en avoir un. Donc, il y a ces petites choses vraiment culturelles où ça pourrait pas matcher, mais après, de ce que je vois, c'est que parfois on a des startups qui sont chez nous, mais qui sont aussi ailleurs, quoi. Je peux rebondir également en rajoutant que oui, c'est les connexions entre les personnes. Donc, je reviens au concept de la densité d'acteurs. Et là, mettons les choses en perspective. Souvent, on dit, ah oui, mais Genève par rapport à Zurich, oui, ok. Il faut rappeler que les PIB de Zurich est l'ordre de grandeur c'est au moins le double. Après, vous avez la population de Zurich qui est 3 fois celle de Genève. Ok. Donc, Genève, elle est petite. Oui, ça, c'est une découverte. Non, mais jouons notre force. Notre force est la proximité. Donc, si je dois aller voir Youssef, j'ai l'arrêt du tram, c'est deux arrêts du tram. Si je dois aller au campus biotech, c'est 5 arrêts du bus. Donc, il y a une densité des acteurs grâce à la proximité géographique qui fait que les choses se passent ou devraient se passer toutes seules dans la dynamique de la communauté, de l'écosystème. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Alors, on peut toujours améliorer. Je pense qu'il y a un constat aujourd'hui que tout le monde s'est rendu compte qu'on n'arrivera jamais tout seul à faire la chose. Donc, on sait qu'on doit jouer les jeux d'équipe parce que c'est une évidence, parce que ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus loin. Et c'est également fun de le faire ensemble plutôt que faire tout seul. Antonio, moi j'aimerais juste revenir, on en a parlé au tout début, tu l'as évoqué rapidement sur un point qui est toujours un petit peu touchy, la fiscalité. Quand on parle de compétitivité, la fiscalité, elle revient souvent comme un sujet clé. À quel point est-ce que c'est un facteur déterminant aujourd'hui pour les startups ou les entrepreneurs entre Genève et les autres cantons pour se développer? La fiscalité d'un point de vue des entreprises, elle est désormais harmonisée. On arrive vraiment à faire des arbitrages qui sont vraiment très, très limités. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, ça commence à venir tout un contexte de compétition au niveau personnel. Et quand vous avez justement des entrepreneurs qui démarrent, qui commencent à grandir, qui après commencent à voir la fiscalité sur l'outil de travail, il faut se poser assez tôt parce que ça va être de plus en plus un critère de choix pour les entrepreneurs. Oui, je rappelle pour peut-être celles et ceux qui nous écoutent et qui sont pas au fait de cette fiscalité de l'outil travail, c'est effectivement la notion du fait que l'entrepreneur va à terme lever des fonds, quand on parle des startups, mais même en termes de PME, va être imposé sur la valorisation estimée de son entreprise et ça va finalement avoir un impact en termes d'imposition sur sa fortune personnelle. Et là, effectivement, à Genève, on a aujourd'hui le taux d'imposition maximale sur la fortune et les valorisation des entreprises au niveau de l'administration fiscale, finalement les plus strictes. Donc, si on l'entend, finalement, c'est quand même un critère. Les gens se posent effectivement cette question à partir d'un certain niveau de croissance et du coup vont à un moment donné évaluer finalement est-ce que c'est plus rentable de rester à Genève ou est-ce que c'est finalement mieux d'aller se développer ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que vous rencontrez dans les questionnements de ces entrepreneurs. Malheureusement, de plus en plus, surtout parce qu'on commence à voir des entrepreneurs qui ont du succès. Et donc, du succès, donc, ils doivent se poser ce type de questions. Et ensuite, ils parlent avec leurs collègues. Et donc, je pense que là, c'est quelque chose qu'il faudra relativement tôt se poser comme question. L'autre question qui est très importante pour tous les startups est liée au plan d'intéressement. Donc, la fiscalité liée au stock option et tout le reste. Là, la question est un peu différente et c'est assez surprenant ce que je suis en train de dire. Car je pense que là, c'est assez harmonisé au niveau fédéral, sauf qu'il y a très peu de transparence. La manque là, c'est la question de transparence. Et d'ailleurs, je vous dis que l'autorité fiscale cantonale, je la trouve
est très ouverte, très contemporaine dans la réflexion autour de ça et très bienveillante vis-à-vis des startups, sauf qu'ils les font à chaque fois cas par cas. Donc, il faut toujours aller les interpeller. Là, c'est dommage parce que on aurait la possibilité de donner beaucoup plus de transparence par rapport aux règles qui sont très compliquées à comprendre parce qu'il y a des circulaires, mais si vous lisez les circulaires, personne ne va comprendre. Mais de vulgariser une approche qui est déjà dans les faits aujourd'hui sur Genève, qui a, je pense, une manière vraiment ouverte et bienveillante de gérer la chose, serait quelque chose de très simple à faire et probablement qu'il y aurait déjà un bon impact pour les entrepreneurs pour comprendre quels sont les enjeux. Toi, Younes, la compétitivité fiscale, là, Genève peut faire un effort. Tu l'observes aussi? Je l'observe, pas forcément pour les entrepreneurs qui viennent de se lancer. Donc, au démarrage, tu dois créer de la valeur, tu dois trouver des clients. Mais après, où je le vois, c'est pour ceux qui ont déjà échoué une fois, qui se relancent dans l'aventure. Où là, donc, tu sais les erreurs que tu as fait, tu sais ce que tu dois améliorer. Et justement, tu es beaucoup plus sophistiqué par rapport à tout ce qui est fiscalité, taxation de l'outil de travail et tout. Bon, on a essayé de le changer, mais ça a été refusé par le peuple. Donc, je pense qu'il y a aussi cette éducation des citoyens sur la fiscalité et que c'est important de dire que les entrepreneurs, certains gagnent très bien leur vie, mais créer de l'emploi et c'est important justement de pas les envoyer dans d'autres cantons ou même à l'étranger. Et est-ce que vous avez déjà vu concrètement des entreprises quitter Genève pour ces questions-là qui sont venues vers vous? Écoutez, on peut plus, on va partir sur vous, par exemple. Est-ce que ça, c'est vrai ou on entend ou c'est une légende urbaine? En fait, c'est pas l'entreprise elle-même qui mais il y a des équipes qui commencent à bouger, il y a des personnes, mais c'est également avec la France, hein, pour des périodes avec tous les financements que la banque, la BPI est en train de déployer. Et évidemment, il y a ces concepts d'aller sur France, il veut mettre un pied en France, aller essayer d'être aspiré par la France. On est en concurrence permanente là, et donc c'est pour ça qu'il faut se rendre compte qu'il faut donner tout ce qu'on peut pour les jeunes pousses, pour rester, pour s'ancrer ici. Et dès qu'on est là, évidemment, la Suisse et Genève est le pays plus beau au monde. Je rebondis un petit peu de manière provocante. Est-ce qu'à Genève, on a oublié finalement de se poser cette question, enfin de se rendre compte qu'on est en concurrence? On l'a vu encore là maintenant avec les récentes élections. La fiscalité est un gros sujet. Enfin, est-ce qu'on oublie finalement de se dire, voilà, il y a d'autres pays autour de nous qui eux veulent rapatrier l'emploi, veulent rapatrier cette innovation. Est-ce qu'il faut qu'on en soit plus conscient? Pour mon expérience personnelle, étant donné que je suis, à travers ma fondation, soutenu par l'État de Genève, je suis en relation avec ce qu'ils font au niveau de l'État et la politique en général, elle est désormais très concernée par rapport à tout ça. Donc, il y a des projets importants qui sont en train de se consolider. Et donc, le département de l'économie et de l'emploi, qui est le département de tutelle de la fondation de la FONGIP, elle est vraiment très concernée par rapport à ça. Et on sait que c'est quelque chose pour laquelle il faut avoir des mesures, des actes concrets. Et en combien de temps est-ce qu'on arrive à bouger finalement ce type de grande ligne? Quelle est notre fenêtre, notre timeline idéale si on veut rester compétitif? Il faut se rendre compte que c'est un travail de longue haleine. Donc, si on démarre l'innovation, une start-up, pour avoir un bon développement, ça prend 10 ans. Après, ça peut arriver un peu plus tôt, mais ça prend 10 ans. Et donc, si on commence aujourd'hui, on sait que les effets vont être déployés sur les années. Et je reviens à la première question. Est-ce qu'on doit être content du podium de Genève? OK, mais à la fin, voyons la perspective et voyons la tendance. Peut-être l'année prochaine, Matteo, tu viens, mais Antonio, mais pourquoi on est 6e? Parce qu'on a raté des levées de fonds. Non, et c'est la tendance. Alors, voyons les nombres de levées de fonds, voyons les timings, donc les stages de développement, l'étape de développement de la start-up. Et on se rend compte qu'il faut augmenter la densité et la quantité. Et après, les choses vont se faire. Mais c'est un travail de longue haleine. On est parti pour a long journey together. Moi, je voulais quand même vous faire rebondir sur l'actualité au niveau de l'importance posée pour l'innovation. Quand on voit que la France, les États-Unis ou l'Union européenne, ils investissent à coups de milliards. Là, ils ont annoncé pour l'intelligence artificielle, par exemple. Est-ce qu'on n'est pas finalement très, très en retard? Non, c'est clair.
Ça peut même paraître ridicule parce que si tu prends les chiffres, ok, les startups cette année en Suisse, elles ont levé 2,3 milliards et la participation suisse, elle est que de 500 millions, à peu près. Donc c'est une vingtaine de pourcents de capitaux suisses qui sont investis et la majeure partie, entre 35 et 40%, vient des États-Unis. Donc si on enlève ces 800-900 millions des États-Unis, tu es sur du 1,2, 1,3 milliard et puis c'est ridicule. Après, je pense que par rapport au niveau européen, on a fait les choses mal au niveau fédéral, je pense aussi, pas qu'au niveau cantonal, parce que quand on voit qu'on est dans la deuxième division, ou enfin la deuxième zone en termes d'utilisation de puces en fait électroniques, donc de Nvidia, etc. Donc les États-Unis nous ont mis un embargo, on a une limitation en termes de puces qu'on peut utiliser. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que soit on n'est pas des alliés de confiance, soit voilà, allez vous amuser et puis vous avez rien à faire avec nous. Donc je pense que voilà, il y a l'aspect aussi cantonal, mais aussi fédéral. Et ça a été mal fait. Et le problème, c'est qu'on fait une fixette sur Zurich, mais je pense que Zurich est limite pire que nous. Je m'explique. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à créer ce cluster grâce à Google, où justement, tu as des larges corporates qui sont venus, qui sont en train de piller les cerveaux de l'ETH, donc des gens super brillants. Mais derrière, en termes de start-up créées, c'est quasiment le néant. Alors que tu as l'UBS, tu as Swisscom, tu as toutes les grosses boîtes qui sont en train de promouvoir l'innovation là-bas. Et nous, en tant que petits Genevois, on bootstrap, on se débrouille tant bien que mal, on arrive quand même à avoir des résultats. Donc, je pense vraiment le mot d'ordre, c'est de pouvoir créer un cluster. Et enfin, je sais qu'il y a des gens qui parlent de campus d'innovation, machin. Enfin, l'idée, c'est vraiment de créer un cluster. Et quand je dis cluster, c'est que, imaginons maintenant, Mathéo, tu veux devenir mannequin. Qu'est-ce que tu vas faire? On va faire pousser une greffe de cheveux. Tu vas te faire pousser une greffe de cheveux, moi aussi. Mais tu vas peut-être partir à Milan, tu vas partir à Londres, tu vas partir à New York. En France aussi, à Paris. Au-delà de la fiscalité, il faut pouvoir créer ce cluster où on peut se dire, voilà, à un moment donné, je vais trouver du soutien, je vais trouver d'autres fous qui sont en train de galérer, qui sont en train de tenter des nouvelles choses. Et c'est là qu'on va pouvoir atteindre cette masse critique. Mais il faut pas se concentrer sur Zurich parce qu'ils sont vraiment loin. Et je crois que cette année, c'est moins 27%. Zug, c'est moins 47%. Donc, c'est vraiment pas un bon exemple. Et malgré tout ce qu'ils ont essayé de mettre en place. Oui, je pense que l'argument est très valide dans le sens que où je pense Zurich, ils ont fait un choix pour aller vite avec les Google, les OpenAI et les autres. J'espère que Genève a pris le choix d'aller loin plutôt que vite. Et pour aller loin, il faut absolument grandir du bottom, vraiment du fond, les choses, de faire nourrir les jeunes pousses d'ici et les faire ancrer ici. Ils vont rester pour toujours. L'autre point important pour juste donner un peu élément de provocation là, c'est la manque d'investissement suisse dans les startups suisses. Là, c'est un gros sujet. Donc, c'est la partie un peu plus tard dans l'investissement. Là, en effet, on a une véritable manque. Et j'étais en train de regarder l'autre jour, c'est les portefeuilles de la Banque nationale suisse, les portefeuilles d'investissement. Et ils ont environ, là, c'est 154 milliards investis dans des sociétés américaines. Seulement avec la position d'NVIDIA qu'ils ont, que c'est 9 milliards investis chez NVIDIA, les jours où ils ont annoncé les DeepSeek, donc les moteurs de recherche chinois, NVIDIA a perdu l'équivalent pour la Suisse, l'équivalent de la levée des fonds de toute la Suisse pour l'année dernière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on réfléchit, après on a tous les arguments pour la Swiss National Bank, pour diversifier tout ça, mais il faut quand même un mandat clair politique qui dise les gars, il faut investir dans l'économie locale et surtout dans l'économie du futur. L'économie future, c'est les startups d'aujourd'hui. C'est hors question. C'est l'économie de demain et l'emploi du futur dans lequel il faut investir. Donc, une partie, vous continuez à investir chez NVIDIA, c'est bien pour diversification, mais une partie importante, il faut qu'elle aille dans les startups de toute la Suisse, dont Genève, évidemment, va également bénéficier. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et si je peux rajouter une chose, et c'est vrai que dans le canton de Genève, on est très bon en biotech, mais donc ça, c'est bien, il faut être fier, c'est super ce qu'on fait. Franchement, il y a eu Amal Therapeutics et tout. Mais le problème, c'est que c'est un marché de M&A, en fait. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que c'est racheté par une grosse boîte et les emplois partent ou il y en a peut-être 10 qui sont créés.
Et souvent, ce qu'on voit, c'est que donc le fondateur ou les cofondateurs ont reçu peut-être 30, 40, 50, 100 millions personnellement et vont relancer une startup. Donc, c'est pas quelque chose qui va forcément rester sur le long terme. Ça se fait toujours absorber par une grosse structure et on crée pas énormément d'emplois. C'est ça aussi pour revenir sur la question de l'emploi, le problème par rapport à la biotech. Même s'il faut en être fier, c'est bien, bravo, mais on peut pas se fier seulement à ça. Si vous deviez finalement l'un et l'autre choisir une priorité absolue aujourd'hui pour faire de Genève un pôle encore plus compétitif demain pour les startups et l'innovation, ce serait quoi? Faire tout le nécessaire pour densifier la masse critique de jeunes entrepreneurs dans tout secteur confondu. Mais il faut être beaucoup plus. Et donc, pour faire ça, il faut évidemment de l'éducation, formation au sein des universités. Il faut des fonds d'amorçage et il faut des conditions cadres qui soient comparables avec les autres cantons. Je dirais le premier élément, c'est que l'État comprenne, mais ça, j'ai l'impression que avec Madame Bachmann et puis son équipe, ils ont fait un constat. Et je pense qu'ils sont en train de bosser dessus. D'ailleurs, elle a dit que c'était très important pour elle, l'innovation. Donc, on va la croire sur parole. Et après, c'est le financement. Donc, financement, plus de financement. Je pense que l'État de Genève pourrait investir plus. Je crois qu'on avait fait 1,3 milliard de bénéfices en 2023. Donc, je pense que si on arrive à prendre peut-être une enveloppe d'une centaine de millions répartis sur 3-4 ans, ça pourrait être quelque chose qui serait assez intéressant. Et puis, je dirais vraiment pouvoir avoir un peu plus de programmes de formation à l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que quand on se lance, l'entrepreneuriat, la start-up, c'est tellement contre-intuitif. Ça va tellement vite. On peut avoir une idée sans être forcément développeur. Et puis, moi, je vois beaucoup de gens qui veulent se lancer, mais qui savent pas forcément chez qui aller, etc. Donc, ça serait vraiment quelque chose, peut-être un programme à l'échelle cantonale pour tout le monde, même si quelqu'un est employé, qui puisse se former sur 2 ou 3 mois et puis se dire après, j'ai acquis les soft skills, les compétences pour pouvoir me lancer, puis après y aller, quoi. Merci pour cette discussion extrêmement intéressante. On espère que le message sera passé alors pour tous nos interlocuteurs et nos auditeurs. Et je vous remercie encore pour la disponibilité. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Un grand merci à nos invités, Antonio de la Fongite et Younes de Lime, pour leur éclairage et leur partage d'expérience. Pour vous, auditeurs, on espère que cet échange vous aura apporté des idées et des pistes de réflexion. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou sur YouTube. Avec Karine, on vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.